Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Plein de Cadres, le podcast de Martin Eden. Et aujourd'hui, on est encore avec Anita. Salut Anita. Salut. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un petit peu Révolution française, Origin Story. Voilà, on va pas attaquer dans le dur. Là, on va voir un petit peu. Alors, je sais plus qui disait qu'en histoire, pour étudier le XVIIe siècle, il faut étudier le XVIe siècle. Voilà. Je crois tu confirmes que c'est une phrase d'historien ou pas? Je sais pas, je connais pas trop. Non, je sais pas. D'accord, ok, on va dire que je l'ai écouté une fois et c'était une fois au chalet. Et donc, en fait, avant d'attaquer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la Révolution française, qui est un peu une part, on va dire, je vais peut-être pas dire importante, mais en tout cas assez centrale dans la culture mondiale, eh bien, on va voir un petit peu les conditions matérielles, populaires de la Révolution française. Et donc là, Anita, est-ce que tu confirmes que le teasing est absolument délicieux? Oui. Oui. Enfin, j'ai bien aimé cette partie et je vais aussi l'étudier avec mes élèves, mais au deuxième semestre. Enfin, Est-ce que tu vas faire de la propagande wokiste avec ce livre? peut-être. Genre, on sent le peut-être. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Et j'ai commencé l'esclavage, du coup, avec les élèves. Ah, ouais, l'endoctrinement, ça commence très très tôt, visiblement. Ils ont quel âge tes élèves, sans indiscrétion? Ils sont en seconde, donc ouais, 15, 16. Il y en a un qui va bientôt avoir 17 ans, mais les autres, ils ont plus 15, 16, du coup. D'accord, il y a un mec qui a redoublé, quoi. Voilà. Ouais, écoute, question un peu anecdotique, mais ça les intéresse vraiment l'esclavage, ce genre de choses, ou c'est un peu Osef sur 20, quoi, ou ça dort? C'est très variable en fait. L'esclavage, bof, en fait, ils l'ont déjà fait en quatrième, donc comme le programme se répète un peu, je pensais que ça les intéresserait plus, mais pas tellement. Enfin, au prochain cours, je vais faire un truc avec une autobiographie d'un esclave, et j'espère que ça les intéressera un peu plus, mais Bah, il y avait pas un film avec Cumberbatch dans les plantations du Sud aussi, genre le gars qui s'est fait enlever, enfin, c'est une espèce de musicien, si je dis pas de bêtises, il s'est fait enlever et puis d'un seul coup, bah, il est dans le sud des États-Unis, voilà, au 19e, et puis du coup, il devient esclave. Enfin, je sais pas comment il s'appelle ce film d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un film super intéressant. Du jour au lendemain, un mec qui était un citoyen normal se fait enlever, et puis il devient un esclave à l'autre bout du pays, quoi. J'ai trouvé ce film est absolument autant il tombe sur des entre guillemets des maîtres esclavagistes plutôt, on va dire, plutôt cool, on va dire. Voilà. Alors j'ai pas dit les esclavagistes c'était cool, mais on va dire que voilà, il y a Fassbender qui est un esclavagiste à demi taré, évangéliste taré, et à côté de ça il y a Cumberbatch qui demande, voilà, qui veut faire des travaux, et qui demande son avis, voilà, au personnage qui est esclave et qui respecte son avis, son expertise, etc. Et puis il y a l'autre qui ne fonctionne qu'au coup de fouet. Alors, on pourrait me dire, oui, mais dans les deux cas, il est esclave. Alors oui, mais il y en a un quand même là qui peut-être, bon, peut mm. être moins la proportion du coup de fouet à tort et à travers, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc je trouvais ce film qui est une adaptation d'un roman dont j'ai oublié le nom, et je mettrai ça dans la description, voilà. Ok. Je trouve que c'est un super film. Après, ça montre que les esclavagistes, ils n'étaient pas tous assoiffés de sang, que c'était le mode de production de l'époque. Il y avait des esclavagistes un peu plus conciliants, d'autres carrément tarés. Bon, mais je trouve que c'est un peu, je trouve que c'est intéressant. Enfin, je trouve que c'est un truc assez intéressant. Après, c'est pas pour dire qu'il y avait des bons esclavagistes, on est d'accord. Hein, voilà, Non. ça à un moment donné, il y en a juste un qui viole pas les nanas durant le truc. Voilà. Enfin, voilà le niveau d'exigence quand même. Hein, voilà. Bon, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que donc là on va arriver sur ouais, le peuple dans la rue, culture populaire et opinion publique, parce qu'entre guillemets l'historiographie un peu globale, enfin très roman national, enfin quoi que non, j'allais dire l'historiographie marxiste. Mais en général, on présente un petit peu la Révolution française comme comment dirais-je, comme la volonté du tiers-État de s'émanciper de la tyrannie royale, du pouvoir centralisé, etc., etc. Et finalement, est-ce que ce livre, voilà, qu'est-ce qu'il dit des classes populaires et de l'opinion publique un peu avant la Révolution? Quelle est l'ambiance globale en fait par rapport à ça? Bah, en fait, oui, c'est vrai que il analyse un peu tout. Il y a vraiment toute une analyse de Paris et même des campagnes un peu avant pré révolution, et c'est vrai que
en fait, la période d'avant la Révolution, on n'en parle pas trop. Mais après, moi, en fait, j'ai plus fait mon plan par rapport aux questions, Bah, à ton plan, du coup. ouais, bah, en fait, j'avoue que j'ai posé la question un peu vague pour laisser un peu de place, mais en fait, une question précise, c'est Michel Zancarini-Fournel, en fait, Ouais. pour expliquer un petit peu le contexte pré-révolutionnaire, il utilise beaucoup le journal de Ménétra. Est-ce que Oui. tu peux nous parler un petit peu de ce journal, pourquoi il est important, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Alors, c'est le journal de Jacques-Louis Ménétra, qui était compagnon vitrier à Paris. Et le sujet du journal, c'est un peu comment les gens obscurs, Michel Zancarini-Fournel a dit les gens obscurs qui vivaient les impératifs de l'histoire dans une appropriation quotidienne. Et en fait, c'est plus la vie quotidienne des gens pauvres et ordinaires vers 1750. Et par exemple, il parle des rébellions. À l'époque, il y avait des rébellions entre les garçons tonneliers et les policiers. Quand il y avait des policiers qui chopaient des enfants mendiants et qui voulaient les envoyer aux colonies dans une politique de lutte contre la mendicité. Et du coup, quand un enfant était pris, ça créait des rébellions dans la rue. Et par exemple, il y a des commissariats qui étaient attaqués par la foule. Et alors lui, Ménétra, il a eu de la chance plutôt parce que Jacques-Louis Ménétra, il a été élevé dans l'école de sa paroisse et il est devenu compagnon, ce qui existe toujours un peu aujourd'hui, mais les compagnons, du coup, c'était d'abord des apprentis qui ensuite faisaient leur tour de France et en fait, au bout de 4 ans, ils pouvaient devenir, ils faisaient leur chef-d'œuvre aussi, et au bout de 4 ans, ils pouvaient devenir compagnons. Et au bout de 7 ans, ils devenaient maîtres. Et pour Ménétra, lui, il vivait beaucoup dans la rue. Il était même adolescent, il commence à traîner avec des bandes de fils d'artisans. Et ces bandes étaient plutôt violentes. Et on voit pas trop les filles dans la rue. Les filles, elles étaient surtout vues comme des proies sexuelles ou assez secondaires. Mais du coup, Ménétra, il faisait un peu partie de ce monde, des bandes de jeunes hommes qui se retrouvent, qui parfois se battent. Mais quand il avait 19 ans, en fait, il a quitté sa famille parce que son père était violent et alcoolique. Il a commencé son tour de France pour devenir compagnon. Et ensuite, il est rentré à Paris. Et il a commencé son journal le 8 août 1764. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son journal, donc, il parle de la vie quotidienne, de choses assez banales, mais il y a une grande place pour les relations sexuelles. Et il a une forme de sexualité populaire, d'après Michel Zancarini-Fournel. Et ça montre aussi la libération progressive des mœurs, même s'il y a toujours une forme de domination masculine. Donc, Ménétra, il se marie en 1765. Il a 4 enfants, mais il est plutôt malheureux en mariage. Et par exemple, il montre un peu comment il s'occupe des enfants, il fait des promenades avec eux, il va à des concerts. Enfin, c'est un peu, en fait, quels sont ses loisirs en tant que personne du peuple. Et après, on voit aussi sa fille qui est victime de violences conjugales dans son mariage. Donc voilà, ça nous montre vraiment la vie quotidienne d'un homme du peuple. Bon, en plus, là, je suis en train de regarder. En fait, le bouquin, le journal, qui s'appelle Le Journal de ma vie, est disponible sur Amazon. Voilà, 27 €. Voilà, je mettrai le lien dans la. Enfin, peut-être pas le lien, peut-être pas le lien d'Amazon, on va dire, mais je mettrai le lien dans la description parce que apparemment, là, je suis en train de voir un petit peu aussi le machin. Ouais, c'est vraiment un témoignage d'un ouvrier qui a vécu de 1738 à 1812
et un des rares témoignages que nous avons d'un ouvrier au siècle des Lumières. Mm. Donc apparemment le gars apparemment est très très peu recommandable. On va dire, je serais même tenté de dire que voilà, c'était une racaille de l'époque. Oui. J'allais dire un délinquant, mais du coup, mais après, ça me fait penser, avec mes élèves, on a un chapitre qu'on voit normalement en fin d'année, mais qui est un peu optionnel et que j'aurais peut-être pas le temps de faire, mais comme c'est un lycée professionnel, ils ont une partie du programme qui est un peu aussi sur l'histoire des compagnons, sur tout ça, et ça a l'air super intéressant, même si, bon, je sais pas si j'arriverai à boucler le programme, mais voilà. Oh, j'en doute pas que tu vas y arriver, mais effectivement, c'est bon, après, on pourrait dire oui, mais il y avait pas. J'entends déjà des ILZ dire oui, mais il y avait pas d'études à l'époque. Bah non, il y avait pas d'études, il y avait pas d'opinion de sondage, il y avait pas de méta-études d'universitaires. Bah voilà, à un moment donné, l'historiographie, c'est un peu ça. Par moment, c'est un peu comme j'avais avec Doumit, j'avais fait, enfin une partie, en tout cas, j'avais commencé l'histoire populaire des sciences. Des fois, l'historiographie en termes de sources matérielles, c'est vrai qu'on est un peu pauvre et des fois, on est obligé de se rabattre sur des témoignages, même sur l'anthropologie aussi. Donc, effectivement, on peut se dire, ouais, mais bon, ouais, c'est un récit d'ouvrier parmi tant d'autres. Je fais, ouais, mais c'est peut-être ce qu'on a rare. Enfin, on n'a que ça sous la main, on va dire, quelque part. Et donc, malgré, on va dire, le truc un peu pauvre, on va dire, ça raconte des trucs. Ça raconte aussi que quelque part un peu comment dirais-je, la société féodale avec la chrétienté qui était vraiment au centre de la vie de la chose, on va dire, avec le côté très religieux, très monastique où chacun a sa place. Mais mine de rien, j'ai un peu l'impression à travers ce témoignage, enfin, quand tu entends quand je t'entends dire la libéralisation des mœurs, je crois, enfin, j'ai imaginé mes 68, tu vois, c'est voilà. Oui. Il y a un peu de ça, tu vois, libération sexuelle, liberté individuelle, bagarre, voilà. Dans le compte rendu que tu me fais et que ce que fait Michel Zancardi-Fournel, voilà, moi, c'est pas l'idée que je me fais du gars de l'ancien régime, tu vois. Enfin, du lourd paysan dont on taxe la dîme, etc. Tu sens que déjà le travail critique, on va dire, de la remise en question du pouvoir du roi, voire même d'une société féodale qui commence où le mode de production capitaliste commence un petit peu à changer les structures de socialisation. Même avant la Révolution française, on n'est pas passé du paysan de la première croisade sous Richard Cœur de Lion à directement Voltaire. Tu vois, c'était un long travail. Et juste avant, les mœurs se sont un peu libéralisées. Et donc, on va dire que l'ancien régime, enfin la société de l'ancien régime est beaucoup moins stricte qu'on peut se l'imaginer, en tout cas peut-être qu'on peut se la représenter, quoi. Donc, justement, en parlant aussi des mœurs, enfin, l'auteur parle aussi des 4300 cabarets à Paris. Pour, attendez, soit un pour 350 habitants. En fait, bien souvent, je crois, c'était aussi, c'était le livre je sais plus, de la prof de littérature américaine. Ah, je sais plus, enfin, un des rares des bouquins de la Fabrique que je peux lire, c'était l'imaginaire de la Commune. Et en fait, elle avait dit justement pour la révolution, enfin pour la Commune, elle avait dit que les cafés avaient joué un rôle entre guillemets de vecteur d'imaginaire révolutionnaire et contestataire un peu important, voire même vital. Et j'ai l'impression qu'en fait, à travers les cabarets et les cafés, j'ai l'impression que c'est là où c'est un petit peu le YouTube de l'époque. C'est vraiment l'endroit où on socialise et qu'on commence à raconter un peu ses délires, je pense que c'est là où ça se passe, non? Est-ce que tu confirmes? Oui, un petit peu. Il y a aussi dans ce livre du coup une grande place qui est faite à tout ce qui est la culture de la rue. Donc avec aussi la diffusion de chansons par exemple parodiques ou de pamphlets. Et il y avait des caricatures des rois de l'époque de Louis XV, Louis XVI qui était Louis XV plus tard Louis XVI qui était diffusé. Et il y a un cabaret, notamment le cabaret de la rue Ramponneau, qui devient le plus célèbre des cabarets à Paris. Et en fait, il était situé hors de la limite des fermiers généraux et il échappait aux taxes qu'il y avait à l'époque à Paris sur les produits. Et c'était un cabaret où finalement
il y avait des étrangers qui venaient de toute l'Europe et c'était aussi une étape des compagnons pour leur tour de France. Donc il y avait vraiment une forme de renommée populaire et à côté il y a toute cette culture de la rue qui se développe. Et dans la rue, on diffuse des nouvelles manuscrites, des pamphlets, des chansons qui sont imprimées sur des feuilles volantes. Et par exemple, il y a l'affaire des 14, c'est des chansons satiriques qui étaient vendues à la criée. Et donc elles étaient écrites pour être jouées sur des airs connus. Et elles visaient Louis XV, Louis XVI, la famille royale. Et il y a une partie qui a été confisquée par la police. Mais donc on voit aussi que dans cette culture de la rue, il y avait une transmission orale. Il y avait aussi des caricatures qu'on va appeler les caricatures pornographico-politiques. Et donc il y a vraiment une désacralisation de la personne du roi et le roi commence à être caricaturé. Il y a l'expression faire bacchanal. C'est dans la rue quand les gens se mettent à crier et à hurler pour montrer leur colère ou leur ironie. Et on voit aussi la solidarité entre les gens dans la rue. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui est arrêté, souvent il y a des cris de protestation. Et moi, ça m'a fait surtout penser à l'historienne Arlette Fargue. Donc, elle, je crois qu'elle parle plus du 18e, mais elle a aussi travaillé, elle a écrit un livre, Vivre dans la rue à Paris au 18e, je crois, 18e ou 17e, et c'est vraiment aussi tout ça, la vie quotidienne dans la rue, la culture populaire, les gens qu'on voit pas trop. Et un truc qui est intéressant, c'est que il y avait une différence entre les cabarets et les cafés, qui avaient une clientèle plutôt aisée, où il y avait des jeux de société, il y avait aussi des débats philosophiques, et il y avait l'art de la bonne conversation. Mais dans les cafés, il y avait un mélange à la fois des nobles et des bourgeois, et voilà, aisé, mais pas trop non plus. Et enfin, il y a un peu un troisième lieu, c'est les salons où il y a vraiment des écrivains célèbres. Et souvent, d'ailleurs, les salons étaient tenus par des femmes, donc qui pouvaient être nobles, c'est-à-dire quelqu'un qui est né noble ou bourgeoise. C'est quelqu'un qui est plus parvenu à la richesse sans forcément avoir d'héritage. Mais en tout cas, elles étaient riches. Et par exemple, il y a Julie de Lespinasse qui reçoit d'Alembert, il y a Madame Doublet. Et sous Louis XIV, il y en avait une soixantaine de ces salons. Et plutôt dans des beaux quartiers, tout ce qui est Palais Royal ou Faubourg Saint-Germain, qui sont toujours des quartiers un peu... voilà quoi, Et dans ces salons, on pouvait rencontrer des diplomates. Il y avait aussi des salons avec des étudiants et leurs professeurs, et il y avait des salons vraiment purement intellectuels. Et alors que d'un côté, on a les cabarets qui participent à une culture populaire, une culture de la rue. À côté, on a les salons qui créent une forme culture de la mondanité avec tout un art de la conversation, un art oratoire. Mais ça nous montre aussi, en conclusion, on peut dire que ce soit les salons, les cabarets, les cafés, ça nous montre aussi l'importance de l'opinion publique. Il y a vraiment une critique vis-à-vis du pouvoir royal et une opinion publique qui se constitue. C'est surtout aussi, ça donne un peu l'effet d'une cocotte minute en fait qui est prêt à imploser quelque part. C'est-à-dire que les idées circulent, le pouvoir royal est contesté, j'aime pas le mot peuple, on va dire les classes sociales, on va dire plus globalement les idées circulent. Je pense qu'on peut vraiment parler de la chose comme ça, vraiment. Il y a une envie d'autre chose qui semble bouillonner
et surtout que le pouvoir en place, enfin vraiment est clairement ridiculisé, en tout cas contesté, en tout cas on le questionne, que ce soit sur diverses formes, café, enfin sur des salons plus littéraires, intellectuels, ou des cafés, ou des chansons un peu plus graveleuses, j'imagine, ou des pamphlets. Mais le fait est que le pouvoir est contesté, est questionné puis contesté. Je pense que c'est vraiment, et surtout cette contestation, elle circule, on va dire, ça circule, et ça pétille un peu comme du champagne, quoi. J'ai l'impression, quoi. Mm. Et par rapport, ouais, la troisième question, c'est, ouais, je lis la question. On a souvent l'image d'un peuple passif qui reçoit les idées des Lumières. Bah, ça, c'est un truc très libéral, mais en fait, ce chapitre, il montre autre chose, parce que ce que je pourrais reprocher un petit peu dans la vision un petit peu du roman national, il y aurait eu Voltaire, Rousseau qui auraient transmis aux sales gueux, on va dire, l'idée du contrat social et de l'égalité, on va dire globalement. Mm. Mais finalement, j'ai envie de dire, Rousseau, Voltaire, est-ce qu'on s'en bat les couilles ou on s'en bat pas les couilles en vrai, tu vois? Alors les élites, en fait, elles voyaient le peuple comme dominé par ses émotions, et le peuple n'était pas doué de raison, n'avait pas voix au chapitre. Et la culture du peuple à côté reste essentiellement une culture orale. Il y a une citation qui est «Le peuple parle, mais n'écrit que peu». Et en même temps, Michel Zancarini-Fournel, elle contrebalance un peu tout ça, parce qu'il y a quand même un progrès de l'alphabétisation, surtout à Paris, et un peu moins dans les campagnes. Mais il y a des loisirs comme le théâtre qui émergent. Par exemple, il y a la Comédie Française qui donne des spectacles gratuits et qui du coup commence à accueillir des publics différents, comme des artisans, des ouvriers, des compagnons. Ménétra, par exemple, lui-même, il allait au théâtre de foire. Et avec cette alphabétisation, du coup, les pauvres, ils lisent quand même de plus en plus. Ils lisent des ouvrages politiques, comme Rousseau. Et dans les campagnes, il y avait des colporteurs qui distribuaient des almanachs. Et il y avait une sorte de collection qui s'appelait la Bibliothèque bleue. Donc c'était des livres avec de mauvaise qualité, enfin avec des couvertures mal imprimées qui ressemblaient plus à des brochures. Mais en même temps, c'était aussi une littérature populaire. Et ça a contribué à créer une sorte de contre-culture, notamment dans les campagnes. Et dans ces livres, d'ailleurs, il y avait à la fois des livres pieux, mais aussi des ouvrages plus séditieux. Et ça me fait penser un peu à tout ce dont on parle sur la démocratisation de la lecture aujourd'hui. Et quand on voit les projets de bibliobus ou les boîtes à livres ou tout ça. Et voilà, je trouve ça intéressant. C'est surtout aussi, ça montre qu'il y a une espèce d'appropriation de la culture de la part des classes, on va dire des classes populaires. Ça reste pas figé, ni autoritaire, ni vertical. C'est-à-dire que je pense que on va pas apprendre à un esclave c'est quoi l'esclavagisme, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils s'en fait une vague idée. Je pense que la liberté pour des gens qui subissent un peu le servage, en tout cas l'Ancien Régime, oui, voilà, ils rêvent d'un monde un peu autre, un peu plus à leur avantage. Et donc là, je vois aussi, ça discute aussi des mémoires judiciaires, il y a du théâtre populaire, des colporteurs, il y a une forte culture écrite et orale, et toujours des espaces démocratiques, qui s'ouvrent, Enfin, surtout, faut se remettre dans l'idée, en fait, que l'Ancien Régime, ça fait le système féodal, ça fait 1000 ans ça fait à peu près 1000 ans que c'est là. Peut-être un peu, enfin, quoique, tu dis, raconte, attends, on est en 1700, ça fait peut-être, on va dire les 800 ans, allez, allez, 700 ans, on va dire. Enfin, le couronnement de Clovis, c'est quelle année le couronnement de Clovis, c'est en quelle année? Je vais regarder. Vas-y, parce qu'on va prendre ce point de repère historiographique, parce qu'on va dire que la France, bien souvent, les gens commencent par le couronnement de Clovis. Et ça fait combien? C'est le 24-25 décembre. Ouais. Et attends. C'est en 800, 900?
ou 700, je sais Bah, plus. il y a marqué sur Wikipédia, il y a marqué 496 ou 508. Entre 496 et 508. Allez, on va être généreux. Allez, on va dire 800 ans au bas mot. On va dire ça comme ça. Ouais. Il y a un système féodal. Après, bon, le système féodal sous Clovis, je pense pas que ça soit exactement le même que le système féodal sous Louis XVI non plus. Mais on va dire que Non. globalement, l'idée de roi est là depuis un certain temps. Et donc, imaginez, comment dirais-je, l'effort d'imagination qu'il faut à des gens qui n'ont connu que ça et qui ont connu que ça depuis plus de 500 ans, on va être généreux, l'effort mental qu'il faut faire, en tout cas utopique, pour dire, ne serait-ce que démocratie. Ne serait-ce que cet effort-là. Nous, on a du mal, nous, déjà, on chiale parce qu'on a du mal à imaginer un monde autre, qui sort du capitalisme, alors que le capitalisme, concrètement, depuis sa forme moderne avec la révolution industrielle, on va dire c'est 200 ans, tu vois. Mais déjà, on a du mal à s'imaginer, alors que on va dire l'idée même de roi est déjà là depuis plus de 500 ans dans leur espace, on va dire dans leur époque. Mais malgré tout, ils se donnent la peine. Il y a quand même des espaces où ça discute de la démocratie, ça discute. Enfin, j'imagine que le mot ne serait-ce que démocratie, ça recouvre un tas de théories différentes parce que voilà, je pense que la démocratie athénienne où c'était, je crois, à peu près 10% de la population des citoyens d'Athènes qui avaient effectivement un pouvoir politique, donc de vote, et ça excluait les esclaves, les salariés, etc., etc. Enfin voilà, voilà. Donc à un moment donné, qu'est-ce que la démocratie? Qui a le droit de vote? Qui a pas droit de vote, on va dire. Mais l'idée qu'on peut se passer d'un big boss, on va dire, et qu'on puisse choisir le big boss. Voilà, ne serait-ce que cet effort-là, c'est quasiment surhumain. Et malgré tout, ils arrivent à avoir cet espace-là pour ne serait-ce qu'en parler. Je trouve que ça, on le souligne pas assez, parce que vraiment le système, qu'on ait un roi à cette époque-là, c'était un truc vraiment ancré dans le marbre. Et ouvrir des espaces de discussion pour remettre en cause ça et réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. Je trouve que c'est assez admirable en vrai, tu vois. Et pour ça, je pense pas qu'il y ait eu besoin de Rousseau ou de Voltaire, en fait. Je pense que spontanément, quand des gens subissent un pouvoir centralisé et un pouvoir vertical, je pense qu'ils ont plutôt une tendance à questionner, puis à critiquer, puis à imaginer autre chose, tu vois, bizarrement. Donc je pense qu'on a à peu près tout fait sur le peuple dans la rue, non? Ou t'as peut-être quelque chose à rajouter? Non, ça va. Donc le bloc de les luttes, parce que là effectivement c'est un peu le bloc Michael Bay, parce qu'on s'imagine que 1789, en fait 1789 avec ce chapitre ça fait vraiment penser à mai 68, parce que dans le roman national 1789 ça surgit tel un orage dans un ciel éclairci, tu vois, dans un ciel bleu, en général, dans l'imaginaire des gens. Genre, d'un seul coup, ça a pété, on sait pas trop pourquoi. Et donc, à travers ce bloc, en fait, ça montre qu'avant 1789, il y a eu des luttes assez graves qui se sont passées avant, qui, mine de rien, pouvaient laisser deviner. Après, en histoire, il n'y a jamais de déterminisme, il n'y a pas de fait, voilà, il n'y a pas de téléologie, c'est ça, voilà. Voir l'histoire avec, vu qu'on sait comment ça s'est passé, on a une tendance à penser que c'est inéductable ou ça pouvait conduire qu'à ça, en fait, que l'histoire aurait pu prendre un autre chemin. Donc, est-ce que tu veux nous parler de la guerre des farines de 1775 qui est apparemment assez énervée, en fait? Ouais, alors, la guerre, on parle aussi de guerre du blé, mais elle est surtout connue sous le nom de guerre des farines. Et c'est une vague de rébellion à la suite de la hausse du prix des grains et du prix du pain, du coup. Et entre 1773 et 1774, il y a eu des mauvaises récoltes et les gens ont commencé à dénoncer les accapareurs, les boulangers qui étaient accusés de prendre un peu tout le pain pour eux. Et alors il y a une première émeute dans la ville de Dijon le 18 avril 1775. Il y a un meunier qui était considéré comme un accapareur de pain et son moulin est attaqué. Et ensuite, la révolte se répand peu à peu dans les plaines meunières du bassin parisien. Et à Paris, il y a 130 personnes qui sont arrêtées. À Grenoble, il y a aussi une révolte similaire, sauf que là, c'est pas forcément la hausse du prix, mais c'est Turgot qui décide de mettre un édit qui suspend les droits sur les grains, les farines et le pain, qui étaient perçus aux octrois municipaux. Et là, il y a les notables de la ville, donc les consuls et même le procureur, qui soutiennent les révoltés.
Et donc ça révèle un peu un idéal du municipalisme qui commence à l'époque. Et donc il y a plusieurs formes de révolte. Il y a des pillages dans les entrepôts chez les laboureurs. Il y a l'idée d'obliger les fermiers et les laboureurs à vendre leur stock à un juste prix. Dans les villes, il y a des boulangeries qui sont attaquées. Il y a des transports de blé routiers et fluviaux qui sont aussi attaqués. Et les participants aux émeutes appartiennent aux couches populaires. Donc, on a des journaliers, des compagnons, des manouvriers, des artisans, des petits vignerons. Et par exemple, à Paris, 2/3 des personnes qui ont été arrêtées dans la guerre des farines, c'était des ouvriers. Et la guerre des farines, au départ, c'était surtout une question sociale qui devient une question politique. On passe d'une question sur les prix du pain à une question plus générale de critiquer la politique ministérielle, la politique de Turgot, du pouvoir royal. Parce qu'en fait, là, dans le plan, j'ai marqué Turgot et libéralisation, quoi. Tu veux dire que, enfin, dans ce chapitre-là, on va dire que l'État français l'économie française commence à se libéraliser, en fait, au détriment de la propriété collective. C'est ça que je sais. Oui, voilà. Après, c'est surtout, oui. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, pour ceux et celles qui le sauraient pas, la notion de propriété privée dans l'ancien régime, elle était très, c'était pas comme aujourd'hui, on va dire ça. C'est-à-dire que les terrains étaient beaucoup collectivisés. C'était la propriété privée, c'était vraiment autre chose. Il y avait vraiment une très petite parcelle à la base, de l'économie qui était, on va dire privatisée, mais les terres appartenaient aux seigneurs. Voilà, c'était la propriété privée. La propriété, globalement, c'était la propriété du seigneur de l'époque. Donc effectivement, il y avait quand même une idée de commune, de trucs un peu collectifs. Et c'est vrai que si on parle déjà de juste prix, de taxation populaire, etc., c'est-à-dire que le système capitaliste, il commence un petit peu à se faire sentir parce que, voilà, c'est quand tout est collectif, bon, à un moment donné, t'as une récolte, t'as de la farine, t'as un nombre d'habitants, tu répartis à peu près intelligemment. Voilà, mais après, effectivement, si tu commences à parler du juste prix, c'est tu te dire qu'il y a quand même, il y a un jeu de l'offre et de la demande. Quand la pénurie se fait sentir, que les mecs commencent à stocker la farine, bizarrement, quand les gens voient ça, qu'ils sont en train de crever la dalle, bizarrement, ils l'ont un peu mauvaise, tu vois. Donc, effectivement, il y a quand même, il y a le mode de production capitaliste qui commence à se faire sentir d'un point de vue de la commune. Et apparemment aussi, il y a eu 25 000 soldats mobilisés pour réprimer cette révolte, quoi. Je sais pas si vous vous représentez, mais 25 000 soldats mobilisés sur l'Ancien Régime, on n'est pas encore à la période de Napoléon, c'était l'énorme conscription de malades avec des chiffres qui voulaient plus rien dire, mais 25 000 pour l'époque, pour réprimer 2-3 bouseux, c'est que les bouseux étaient énervés quand même, hein. Ils étaient peut-être plus que 2-3 d'ailleurs, hein. C'est 25 000, on est vraiment sur du recrutement assez énervé quand même, hein. Et donc, tu as à peu près tout dit sur la guerre des farines. Tu qu'on embraye sur le reste? Oui. Ok. Le chapitre montre aussi que les luttes ouvrières étaient très dures. Qu'est-ce qui se joue dans ces résistances des compagnons et de contre? Ah oui, c'est vrai que, en fait, dans le blog précédent, tu as parlé des compagnons du devoir. Voilà. Et justement, là, apparemment, il y a eu une révolte des Padawans contre leur maître Jedi, c'est ça? En fait, c'est le Zbeul, voilà, c'est ça, d'Idiomètre, déjà? Ouais. Déjà? En fait, comme on voit, les compagnons, ils défendaient la liberté et l'autonomie des ouvriers parce que les compagnons, en fait, ils étaient obligés de se placer sous l'autorité d'un maître. Et mais il y avait aussi tout ce qui était les corporations et qui en fait étaient assez autonomes et assez solidaires entre eux. Les compagnons, ils parvenaient à contrôler complètement les embauches pour certaines corporations. Et devant l'offensive des maîtres et du roi, les ouvriers ont commencé à résister. Et par exemple, il y a les cordonniers parisiens de 1763 à 1764. Lors d'une révolte, ils jettent leurs outils à terre, ils refusent de travailler et vont au cabaret. Et
J'adore le principe. J'adore le principe. Et la raillerie et l'injure deviennent vraiment des formes de résistance à la domination. Et la police n'arrive même pas à arrêter les meneurs. Et donc l'État, enfin le roi, vont essayer de contrôler les corporations. Par exemple, les compagnons n'auront plus le droit de quitter leur maître sans autorisation écrite. Les confréries vont aussi être mieux contrôlées et par exemple, elles devront, pour créer une confrérie, en fait, il faudra avoir une autorisation du pouvoir royal. Et il y a aussi l'interdiction de cabaler, du coup un peu, on va dire, l'interdiction de comploter ou d'organiser des grèves ou des résistances, Et il y a un arrêt du Conseil le 22 février 1776 qui supprime les corporations et leur argent et leurs biens sont même confisqués et leurs immeubles aussi. Et c'est Turgot qui est très actif dans cette politique. Au départ, c'est plutôt un échec puisque Turgot est renvoyé en mai, mais au mois d'août, il y a un nouvel édit de Louis XVI qui rétablit partiellement les corporations, mais en réduisant leur nombre. Par exemple, à Paris, il y en a plus que 50. Et c'est là qu'on retrouve Ménétral, dont on avait déjà parlé. Lui, il est plutôt content de l'interdiction des corporations parce que lui, il est pour la libre concurrence et il est contre les monopoles dont jouissaient les corporations. Et il y a Necker qui a fait une complète révision des corporations. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut noter que les corporations commencent à s'ouvrir aux femmes, mais elles n'avaient pas un rôle d'administratrice. Et les corporations, à ce moment-là, perdent aussi leur maîtrise de l'embauche. Donc la monarchie absolue a eu des difficultés à faire éclater l'ancien univers corporatif, mais finalement elle y est parvenue en réduisant d'abord le nombre des métiers et ensuite en excluant les anciens maîtres. Et par exemple, il y a le cas des imprimeurs qui vraiment vont se rebeller, qui vont protester contre ces nouvelles règles. D'accord. Il y a aussi, apparemment aussi, il y a un livre, un genre de carnet de correspondance pour les ouvriers, genre le livret ouvrier de 1781 aussi. Oui, en fait, c'était une forme de encore de contrôle social. Attends, je cherche un truc dans mes notes. Vas-y. C'était encore le livret ouvrier, en fait. Il y a un ouvrier, donc il a un livret. Et dans ce livret, il y a marqué tous ses maîtres successifs. Et c'est aussi une forme de contrôle social Oui, des ouvriers, voilà. Ouais, c'est un peu leur carnet de correspondance, quoi. Enfin, un peu comme si on était retourné au collège, quoi. Voilà, faisons simple. Puis en plus, ouais, il y a une espèce de vocabulaire des Lumières qui a été repris aussi, genre esclavage, tyrannie. Voilà, il y avait un peu, voilà, il y avait des bons mots qui fusaient, quoi. Voilà, je suis pas ton esclave. Il y a du coup, ça nous amène à ce que tu avais marqué dans la question 6, mais il y a les imprimeurs qui disent qui se comparent aux nègres de l'Amérique. Et il y a des maçons lyonnais aussi qui protestent en 1787 devant le Parlement de Paris. Et ils refusent d'être assimilés à des domestiques ou à des dépendants. Et ils disent clairement, on ne veut pas être des esclaves. Et donc, on voit qu'il y a une circulation de cette question de l'esclavage. Et on peut faire un parallèle avec la littérature où on revient à Voltaire et son Candide, Rousseau, mais aussi Bernardin de Saint-Pierre, qui eux aussi évoquent l'esclavage. Et parallèlement, en fait, en
1788, il y a des élites politiques qui ont fondé la Société des Amis des Noirs. Et c'était un groupe philanthropique qui voulait abolir graduellement l'esclavage. Et d'un côté, on peut dire qu'il y a les ouvriers qui se réapproprient cette question de l'esclavage, mais en même temps, ils connaissent un peu l'esclavage, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de convergence des luttes, parce qu'on voit plus tard, par exemple, que l'esclavage est finalement assez absent des cahiers de doléances. Et il y a une citation que j'avais bien aimée, c'est Rétif de la Bretonne qui écrit les ouvriers de la capitale sont devenus intraitables parce qu'ils ont lu dans nos livres une vérité trop forte pour eux, que l'ouvrier est un homme précieux. Et avec cette naissance de la culture ouvrière, il y a aussi une certaine valorisation du travail bien fait, de Oui. l'amour du travail. Ah là là, Voilà. c'est peut-être pas l'aspect de la culture ouvrière que j'apprécie le plus. Hein. Mort au travail, voilà, mort au travail, vive la fainéantise, voilà. Il y a un truc marrant aussi, c'est François Jarric qui a étudié les tueuses de bras. Donc c'était des machines textiles et il y a eu une grande rébellion dans les filatures dans le secteur du textile parce que les machines étaient accusées de voler les emplois des ouvriers. Il y a même eu parfois des destructions et ça peut un peu faire penser à tout ce qu'on voit sur l'IA et les métiers artistiques et l'idée que l'IA va peut-être prendre le travail et les rébellions anti-IA aussi, enfin les artistes qui s'affirment comme anti-IA. Bah, Enfin voilà. Alors c'est vrai que cet aspect sabotage du matériel pour dénoncer les cadences, l'insécurité aussi, parce que bon, je pense que la sécurité au travail avec les premières machines, je pense pas que ça soit au cœur de la pensée du truc, tu vois. Je pense que c'était des machines, si t'étais un peu étourdi, ne serait-ce qu'une demi-seconde, tu pouvais perdre le bras. Donc, mais après c'est vrai qu'au tout au long du 19e siècle, en fait, les progrès techniques ont fait que les machines à vapeur, voilà, l'automatisation dans les usines, etc., etc. C'est vrai qu'il y a une vraie tradition après au 19e siècle ce qu'on appelle concrètement du sabotage. Mais là aussi, peut-être que je pourrais plus nuancer avec l'IA, le progrès technique, en fait, menaçait des travaux qui étaient très liés à un manque de compétences. C'est-à-dire que des trucs très automatiques, avec le même geste, etc., etc. Alors que l'IA s'attaque à des postes qui demandent quand même plus ou moins des qualifications assez poussées. Donc c'est là aussi que le progrès technique, ça attaquait que les pauvres, on s'en foutait quelque part. Là, le progrès technique, ça commence à attaquer les tafs des gens un peu plus diplômés. Là, les gens sont un peu moins ambiancés, tu vois. C'est bizarrement, tu vois. C'est en plus avec l'IA, ça fait tomber le masque parce que les mêmes qui nous disent oui, abat la propriété privée. Après, tu utilises l'IA pour faire des graphistes. Oui, mais moi, ma petite propriété intellectuelle, j'y tiens beaucoup. Pas pour des raisons que je peux comprendre, c'est-à-dire que bon. Tu fais ça pour payer les loyers, la facture, etc. Je vais pas réprimander ça, tu vois, mais c'est tout de suite quand ça te touche à ton porte-monnaie, tu deviens plus crispé, tu vois, tu deviens un peu moins ni Dieu ni maître à bas la propriété, mais quand même la propriété intellectuelle, si ça me fait bouffer, ça paye mon loyer quand même. Hein. Faut pas trop y toucher, tu vois. Mais voilà. Après, bon, solidarité avec les camarades, même si j'utilise l'IA, tu vois, mais bon. J'ai pas les moyens d'embaucher un graphiste aussi. Ouais, moi aussi, je l'utilise un peu, mais bon. J'utilise beaucoup, voilà. J'utilise beaucoup. Mais après, l'IA, après, j'ai une grosse ambiguïté après les remarques qu'on peut me faire sur l'IA, sur le désastre écologique, sur le menace des travaux, des machins. Je te dirais oui, je rends les armes, mais je le fais quand même parce que voilà. Facilité, accessibilité, tout ça, mais enfin bref, insultez-moi dans les commentaires. Donc je pense que effectivement après dans les luttes, on a parlé de l'esclavage, effectivement, qui est une forme de quand même en France, globalement, on sait ce que c'est que l'esclavage, mais on sait pas trop dans le détail. En tout cas, on aime bien invoquer l'esclavage pour dire qu'on est opprimé, mais dans les faits, on sait pas trop, et voire même il y a pas trop de revendications un petit peu pour abolir l'esclavage. Mais enfin voilà, on a parlé carrément du cabalet et qui est futur droit de grève, mais qu'en est-il des femmes dans tout ça? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des patrons qui parfois préfèrent embaucher des ouvrières plutôt que des ouvriers, parce que les ouvrières sont réputées plus assidues.
leurs salaires sont plus faibles et elles sont vues comme moins rebelles, moins violentes, même si c'est pas vraiment le cas. Et alors qu'en fait, les femmes, elles jouent aussi un rôle dans les émeutes. Elles sont même parfois plus virulentes et plus insolentes que les hommes. Il y a un exemple des tailleuses à Nantes dans les années 1780. Et en 1784, elles se moquent des jurés depuis leurs fenêtres. Il y a des jurés qui passent dans la rue et elles leur tirent la langue et leur montrent des indiennes dont on a déjà parlé pour les narguer. Exact, ouais. Et il y a aussi l'idée de l'amour du travail bien fait, de la nouvelle identité ouvrière. Et il y a une défense du travail qualifié, mais en même temps, ça crée aussi des nouvelles tensions à la fois entre les hommes et les femmes, entre les citadins et les ruraux, entre les ouvriers qualifiés et les ouvriers moins qualifiés. Et il n'y a pas toujours de l'entraide entre les ouvriers hommes et les ouvriers femmes. Par exemple, en 1787, il y a des ouvriers d'imprimerie à Nantes aussi, qui s'opposent à l'embauche des femmes dans une indiennerie où l'on fabrique des indiennes de mauvaise qualité destinées à l'Afrique. Ils écrivent une lettre au patron où littéralement ils expliquent que c'est pas normal qu'il y ait où ils expliquent littéralement que c'est pas normal qu'il y a des femmes qui travaillent alors que il y a des hommes et des pères de famille qui sont au chômage. Et ça me rappelle un peu tout ce qu'on peut entendre dans les discours des masculins actuels où l'idée que il y aurait un complotisme féministe qui aurait poussé les femmes à travailler pour voler les emplois des hommes. Je trouve ça assez marrant. Non mais le libéralisme libertaire, voilà. Avant quand c'était le capitalisme à papa où la femme restait chez elle, c'était très bien, voilà. Faut le savoir. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin ouais, les femmes dans tout ça discuter. Ouais. Elles se trouvent souvent en première ligne des luttes en plus. C'est ça un peu le bail, non? En plus, on parle toujours les nanas, nanani. Et là, elles tiennent un peu la première ligne apparemment dans le bouquin, quoi. Oui, enfin surtout les révoltes de pain par exemple où elles ont un peu aussi nourrir les enfants, tout ça, c'était un peu une tâche qui était dévolue aux femmes. Et du coup, on les voit beaucoup dans les révoltes pour les augmentations des prix du pain. Ouais, apparemment aussi, c'était pas en termes de violence et détermination, c'était un petit peu à l'avant-garde éclérée, j'ai l'impression, les nanas aussi dans ce cadre-là, non? Ouais. Parce que le rouleau à pâtisserie et pam, tu vois, ça peut voler assez vite, tu vois. Non mais bien souvent, c'est même, bien souvent, ouais, c'est pour ça que j'aime bien ce livre, tu vois, il articule intelligemment, lutte entre guillemets ouvrière, un peu marxiste, un peu à l'ancienne. Ça parle de l'esclavage, mais en même temps, c'est pas vraiment là parce qu'on est quand même en France. Bon, on a entendu le mot, mais bon, un peu en mode Osef sur 20, tu vois. Puis puis ça après ça va sur les nanas finalement, c'est quoi l'état des lieux, machin. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre. Vraiment, lisez ce livre, il est super bien. Lisez ce livre. Voilà, je vous le dis. C'est un des meilleurs livres sur le sujet. Voilà, après on pourrait en pointer peut-être quelques défauts. Encore j'en ai pas trouvé, mais encore un tel livre comme ça, je suis pas historien donc je peux pas trop parler. Mais voilà, voilà. Voilà, n'importe quel marxiste de base aurait oublié les nanas dans cette tranche historique, et Michel Zancardi-Fournel ne l'a pas oublié. Et surtout que, pour préciser, quand même, elles sont en première ligne, elles sont pas les dernières pour questionner, on va dire, la violence légitime révolutionnaire, la détermination, mais aussi, apparemment, elles sont exclues politiquement. Voilà. Alors que, quand même, je pense qu'on peut dire que, à travers ce livre, on peut dire sans trop se tromper qu'elle mouille bien le maillot pour l'équipe, quoi. Une injustice de plus. Et donc, bloc 3, ou tu voudrais quelque chose à rajouter sur les femmes? Moi, je veux bien le bloc 3. Ça se suit un peu. Il y a aussi un truc sur les femmes. Alors, 1789, #MeToo, #la parole se libère. Voilà. Non, mais en vrai, le cahier de doléances, est-ce qu'on peut pas comparer ça à un mini MeToo en vrai? Je sais pas, je me pose la question. Ouais, je sais pas. C'est plus large en fait parce que MeToo c'est vraiment le thème des agressions sexuelles et les cahiers de doléances c'est
c'est beaucoup plus large en vrai. Enfin, Ouais, mais c'est un peu dans la logique, ouais, la parole se libère, oui, quoi. c'est C'est un vrai, peu. oui. Enfin, oui, après, c'est pas sur un sujet spécifique, c'est pas sur les VSE, je suis totalement d'accord, mais tu vois, enfin, vu que c'est le nom du bloc, la parole se libère, c'est pour ça que ouais, ça m'a fait penser à MeToo. Donc, la question 8. 40 000 cahiers de doléances, bordel. Enfin, j'imagine en plus, c'est pas des cahiers, c'est pas des formats bloc-notes, hein, c'est des formats, ça doit être assez colossal. En fait, qu'est-ce qu'on y trouve, ces 4000. Enfin, de quoi parlent ces 40 000 cahiers de doléances en vrai? Alors, il y a un peu de tout et en fait, il y a des grandes diversités selon les ruraux, les gens de la ville. Et donc, dans les cahiers de doléances urbains, il y a donc les trois corps, un peu le clergé, la noblesse et le tiers-état qui sont représentés. Mais il manque un quatrième corps qui est en fait celui des plus pauvres et genre vraiment les plus miséreux, et ils sont pas vraiment représentés, à part si on compte la corporation des charpentiers. Et il y a aussi différentes manières de voir l'État. Pour les gens qui ont une charge administrative, l'État, c'est quelque chose d'assez abstrait finalement, tandis que pour les gens qui sont les gens qui ont des métiers manuels, par exemple, il y a une autorité, un pouvoir intouchable, et la figure du roi est vénérée. Et par contre, ils ont tous un désir d'égalité des droits, et la revendication d'égalité, c'est la plus largement présente, encore plus que celle de liberté. La liberté d'expression, c'est assez mitigé. Elle est réclamée seulement par quelques corporations, dont celle des hommes de loi, mais elle est absente, par exemple, dans les revendications des libraires et des imprimeurs. On parle pas beaucoup d'instruction non plus. Elle est évoquée que dans 6 cahiers, et elle est présentée par les officiers comme une exigence philosophique. Il faut répandre les lumières, et c'est aussi un impératif social, éduquer le peuple. Il y a une vision utopique. Les miroisiers tapissiers, ils proposent un programme d'éducation nationale où l'État prendrait en charge les plus pauvres, comme ce qu'on voit aujourd'hui finalement. Et le vocabulaire des Lumières n'y apparaît que de manière résiduelle. Et ensuite, il y a les cahiers ruraux qui sont plus descriptifs et qui font la louange de Louis XVI. Le régime monarchique n'est pas remis en cause. Il n'y a pas encore eu la fuite du roi Varenne. Et le roi était plutôt populaire à cette époque-là, malgré le fait qu'il y ait quand même des rébellions et des doléances. Parfois, on parle de roi des Français. Et donc, l'idée que ce serait le roi du peuple et pas le roi le roi des Français, donc le roi du peuple, et pas le roi de la France, le roi du pays. Il y a des revendications chez les ruraux comme l'égalité devant l'impôt, des formulations telles que les 3 ordres doivent être soumis à l'impôt. Les notions de progrès et de bonheur sont peu présents. Et le bonheur, il y a une vision assez stéréotypée. Mais la nouveauté, c'est que les sources du bonheur sont humaines et plus religieuses. Chez les ruraux, le progrès se traduit par un espoir dans le développement des échanges, des routes, des canaux. Il y a aussi une doléance sur le chauffage. Les ruraux, par exemple, ils demandent à supprimer la taxe sur le cuir. Comme ça, ils pourront porter des chaussures et pas des sabots. Ils pourront se distinguer des vagabonds et des va-nu-pieds, parce que à l'époque, c'était surtout du coup les plus riches qui portaient c'était surtout les plus riches qui portaient des belles chaussures en cuir, et le reste, les paysans, les artisans, ils portaient des sabots. Et dans ces cahiers, il y a aussi l'idée que le luxe est un péché, et on critique du coup les carrosses, les laquais,
les tenues luxueuses des personnes les plus riches. Les villageois de la région parisienne ont surtout des préoccupations matérielles pour la maison, les chandelles, la viande, le beurre, le sucre, le café. En province, c'est surtout le pain, le sel et parfois la viande. Et il y a aussi une revendication sur la santé, l'égalité devant la santé. Les ruraux demandent à être soignés comme les citadins, parce que il y a la moitié des médecins en poste qui s'occupaient des urbains, alors que les urbains à l'époque ils représentaient encore que 15% des habitants. Et il y a aussi l'idée que le travail précoce ruine la santé et que du coup il faut envoyer les enfants à l'école plutôt qu'à l'atelier ou à l'usine. Dans les questions d'éducation, on demande des écoles chrétiennes et gratuites, mais on demande aussi des écoles mixtes, des écoles laïques, des écoles de marine. Il y a aussi l'idée que, mais dans ces cahiers, il y a un peu aussi une idéalisation du passé. Il y a l'idée que le futur proche est décrit comme laid. Et moi, j'avais trouvé ça intéressant, la revendication sur la santé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire le lien avec les déserts médicaux. Ouais, totalement, ouais. Et donc, après l'appel du roi, pour la préparation des États généraux, le 24 janvier 1789, la prise de parole se généralise dans tout le pays et elle concerne tout le monde, même les femmes. Et il y a des corporations qui jouent un rôle important, comme les marchandes de mode, les plumassières, c'était les personnes qui étaient chargées de fabriquer des matelas, et les fleuristes. Et ces trois métiers-là, elles vont rédiger un cahier de doléances pour l'organisation de leur métier. Mais leurs doléances ne sont pas intégrées au cahier du tiers-État ou au cahier de la ville de Paris parce que c'était des corporations. Et finalement, même entre les femmes, il y a une hiérarchie, puisque seules les femmes des ordres privilégiés, les femmes des communautés religieuses ou les nobles qui ont des fiefs, c'est les seules qui ont été invitées par le roi à transmettre leur point de vue aux représentants de leurs ordres respectifs. Pourtant, il y a aussi des femmes du tiers-État qui ont pu s'exprimer. Et ces femmes-là, c'était surtout des veuves ou des femmes qui avaient la qualité de chefs de famille et qui participaient à des assemblées qui rédigeaient les cahiers de doléances. Et certaines ont même envoyé des pétitions au roi en demandant pourquoi les femmes ne peuvent pas s'exprimer. Et en fait, on retrouve même plus tard, au 19e siècle, en fait, les femmes qui étaient veuves ou qui étaient célibataires, ou souvent elles avaient plus de pouvoir que les femmes mariées. Ah oui, vu que le mari est mort, à reprendre un peu le lead, ça me paraît logique, quoi. Mais globalement, après, j'entends déjà d'ici les quelques camarades radicaux dire: ah mais non, mais les revendications quand même, il y en a 2-3 trucs, et puis ils auraient pu rajouter des trucs. Alors oui, vous inquiétez pas, mais je suis d'accord avec vous, mais faut se dire que là, on est en 1789. Voilà, il y a plus de 500 ans de royauté, si tu veux. Globalement, moi, je pense qu'entre ces revendications-là et il faut dire aussi qu'on est face à des gens qui n'ont pas été nécessairement été à l'école, dans la plupart des cas. Et quand je vois la gueule des revendications, franchement, je me dirais peut-être les gilets jaunes. Moi, je me dis c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde à côté, tu vois, parce que la plupart des connards des gilets jaunes, en fait, ils ont eu accès à l'école, si tu veux. Voilà. Et quand je vois la gueule des revendications, bien souvent, ça fraude autour, en dire de l'immigration, etc., etc. Là, on a quoi? On a l'égalité fiscale. On a des demandes d'égalité. En plus fiscale, bon, j'ai envie de dire aujourd'hui, voilà, ils sont à deux doigts de nous parler de la taxe Zuckman aussi, tu vois, tu vois, ça parle de bonheur, ça parle aussi de dignité pour les plus mal nourris, etc., etc. Ça parle d'égalité homme-femme, ça parle de foutre les enfants, que le travail c'est de la merde et faut arrêter les abîmer au taf, faut les mettre à l'école. Là, entre guillemets, enfin,
moi, excuse-moi, quand je vois ces revendications et quand je vois dans le contexte de l'époque et par des gens qui ont pas reçu nécessairement reçu une très haute éducation, je me dis c'est vraiment pas mal du tout en vrai, tu vois. C'est pas mal du tout. Ça pourrait être mieux, on est d'accord, ça pourrait être mieux. Il pourrait, démocratie directe, totale, communisme, enfin tout ce qu'on veut, tu vois. Mais dans le contexte de l'époque, et vu l'éducation globalement, l'accès à l'instruction qu'ils ont tous et toutes eu, franchement, je suis assez. Franchement, je vais pas dire que je suis ébahi parce que je voudrais pas faire paraître, oui, voilà, les pauvres, c'était mieux avant, tu vois. Mais il y a une forme de quand je vois le contexte et quand je vois la gueule des demandes, je me dis, c'est beau, en fait. C'est super beau. Et après, pour revenir après sur Louis XVI, comme quoi, c'était pas. Enfin, je pense que Louis XVI, c'est peut-être celui qui méritait le moins de révolution dans la gueule. Honnêtement, je pense que c'est lui qui méritait le moins. Lui, limite, il voulait faire des trucs de serrurier, tu vois. Il voulait. Ouais, j'ai un peu pitié de Lui, en Louis plus, XVI, il est, ouais. en plus, c'est lui qui demande c'est lui en plus qui demande les doléances. Bon, après les doléances, il s'en est un peu battu les couilles, tu vois. Mais disons que quand même il a fait, je vois très mal Louis XIV demander des cahiers de doléances, par exemple. Tu vois, Ouais. ça me semble être pas dans le tempérament du bonhomme. Mais là, Louis XVI, il fait un peu, bon, ça reste un roi, une figure d'autorité, machin, etc. Bon, s'il faut tirer dans la foule, il tire dans la foule, tu vois. Mais j'ai l'impression que quand même parmi les rois qu'on s'est tapé en France, je pense que c'est peut-être c'est moins l'accro à l'autorité, on va dire, tu vois. C'est le pauvre, il a essayé de se barrer, machin, il s'est fait choper, il s'est fait guillotiner dans la foulée, bordel. C'est pourquoi il serait resté. Franchement, on aurait fait une démocratie à l'anglaise en fait. Donc avec une famille Ouais, c'est royale. possible, ouais. Enfin après, bon, on verra. Enfin après. Après, on peut toujours polémiquer sur ce qu'on aurait pu faire, mais je trouve que quand même les 40 000 cahiers de doléances pour une population qui sait pas forcément lire et écrire, etc. Je trouve que les revendications sont vraiment pas mal du tout. Elles ont de la gueule et je ferais même les gilets jaunes aujourd'hui, ils devraient peut-être s'inspirer de ça, tu vois. Enfin, en termes de voilà, tu vois, Ouais. c'est parce que il y avait enfin, je pense qu'en termes de revendication, il y avait pas cette idée de le bateau coule. Enfin, ce qu'on a vraiment le truc qu'on a aujourd'hui dans les revendications sociales, enfin, on nous a mis dans la tête que le bateau coulait, qu'il y aura pas de navire pour tout le monde, donc on est en train de se battre pour avoir les quelques navires. Donc c'est toujours la question, oui, de qui on va sacrifier au nom du bien-être. Eux, ils sont vraiment pas dans ça. Ils sont dans l'esprit vraiment le monde va plutôt pas trop mal, tu vois, globalement, il y a à bouffer pour tout le monde. Comment on peut se répartir le truc, en fait? Il y a vraiment cette idée, il n'y a pas de pénurie. Enfin, potentiellement, une mauvaise récolte, etc. Mais ils sont pas dans cette mentalité le Titanic coule, on va devoir sacrifier des gens pour maintenir notre niveau de vie. Et eux, quand je vois, une fois que tu enlèves ça de l'esprit du temps, quand tu demandes à des gens normaux, des avis normaux, enfin, pour améliorer la situation, il y a ça qui émerge et je trouve que ça a de la gueule, quoi, bordel. Après, on pourrait polémiquer les doléances. Des fois, ça peut genre le c'était mieux avant. Enfin, on pourrait polémiquer aussi sur la place de la femme dans la société de l'Ancien Régime, etc., etc. Effectivement, mais je trouve que malgré tout, pour le contexte de l'époque, pour le niveau d'instruction de l'époque, je trouve que les revendications ont de la gueule. Mm. Donc, tu veux peut-être qu'on passe à l'autre sujet, c'est-à-dire, Ouais. en tant que militant de la LICRA, voilà, Oui. comment on aurait pu esquiver ce sujet? Donc, tu veux présenter. Voilà. Alors, tu as lu les passages sur les. Enfin, on va parler des Juifs dans ce passage. Est-ce que tu peux. Voilà. Pourquoi ça parle des Alors, Juifs? Voilà. Pourquoi bah, encore eux? Pourquoi c'est un sujet qui m'a, déjà, je m'intéresse beaucoup au judaïsme, mais aussi j'ai fait une année d'études à Metz et où j'avais fait un petit mémoire sur la communauté juive de Metz. Et du coup, ça me rappelle un peu tout ça. Donc, il y a un sorte de discours qui est décrit qui s'appelle Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France, et qui est produit par la Société royale des sciences et des arts de Metz. Et cet écrit est intéressant parce qu'il y a une forme d'antiracisme, enfin un peu d'antiracisme dans le sens où d'un côté, il essaye d'inclure les Juifs dans la société, mais en même temps, il y a aussi un côté très assimilation. Il y a l'abbé Grégoire qui conseille aux Juifs
d'adopter la langue française parce qu'à l'époque il y avait beaucoup des dialectes comme le judéo-alsacien ou le judéo-provençal. Mais c'est un peu marrant parce qu'il y a l'abbé Grégoire aussi qui dit que les Juifs devraient se passer des rabbins qui coûtent trop cher. Et dans le contexte de l'époque, en fait, les Juifs étaient 40 000 et ils étaient tolérés, surtout dans les zones frontalières. Et pour le reste du royaume de France, il est resté soumis au décret d'expulsion des Juifs de Charles VI qui avait lieu en 1394. Mais dans certaines régions, il y a quand même eu des Juifs qui ont pu bien s'intégrer et même prospérer, notamment dans les villes de l'Est rattachées à la France. Il y avait une dérogation royale qui permettait aux Juifs de vivre ici et qui allait à l'encontre de ce décret d'expulsion. Dans le sud-ouest, il y avait des maranes. Donc des maranes, c'est des Juifs qui ont été convertis au catholicisme et parfois de force. Et donc les maranes, ils vont à l'église, ils se font baptiser. Mais je trouve ça beau parce que en même temps, ils gardent aussi le judaïsme et en cachette un peu. Et ils attendent en fait le moment où il y aura plus de tolérance et où ils pourront redevenir juifs et montrer à nouveau leur judaïsme. Et en fait, ce qui est assez courant, souvent il y a eu des juifs qui étaient persécutés à travers l'histoire, qui se sont convertis au christianisme et qui ont fait semblant de se convertir et qui d'un autre côté continuaient à pratiquer les prières juives ou les fêtes juives en cachette et parmi les juifs, donc il y a une grande diversité. Il y a les Portugais entre guillemets, c'est les plus riches, les juifs les plus riches, et c'était des grands armateurs. Et dans certains cas, ils ont été ouvrir des comptoirs aux Antilles et ils faisaient de l'import et ils faisaient de l'importation et de l'exportation. Il y a des villes comme Avignon qui sont sous domination du pape. Et donc, les Juifs dans ces villes-là doivent vivre dans un ghetto. Mais en même temps, ils ont une grande autonomie. Et il y a un exemple de cette autonomie, c'est la synagogue de Carpentras, qui est assez ancienne et qui est construite du coup à cette époque. Les Juifs, ils étaient surtout nombreux en Alsace, mais ils avaient certaines interdictions. Ils n'avaient pas le droit d'habiter dans les grandes villes comme Strasbourg ou Colmar, et ils devaient payer un impôt spécial. Et ils avaient des métiers qui leur étaient réservés, comme le prêt d'argent. Ils étaient colporteurs et ils étaient plutôt pauvres dans leur ensemble, sauf quelques-uns qui travaillaient dans le commerce des bestiaux. Et il y a l'exemple de Cerbère. Donc C-E-R-F B-E-2-R. Mais je trouve son nom très marrant. Et lui, il a une dérogation pour habiter à Strasbourg. Il était plutôt riche et il est devenu le porte-parole des Juifs en Alsace. En Lorraine, les Juifs, c'était plutôt une bourgeoisie urbaine et cultivée. Et ils ont obtenu le droit de résider dans pratiquement toutes les grandes villes comme Metz ou Nancy. Et d'ailleurs, leurs rabbins étaient plutôt réputés. Et donc, on voit bien que les Juifs, ils sont vraiment très discriminés. Et en même temps, la culture juive s'ouvre sur le monde littéraire et philosophique et sur la philosophie des Lumières. Et en même temps, il y a aussi des enquêtes, des études, des recherches qui se multiplient pour mieux comprendre la situation des Juifs dans leur royaume, sur leur métier, sur leur comportement, sur combien de Juifs est-ce qu'il y a en France. Et il y a aussi une nouvelle relation, une nouvelle approche entre Juifs et chrétiens.
Lors de la rédaction des cahiers de doléances, les Juifs d'Alsace et de Lorraine, eux, ils ont le droit pas seulement à un cahier, mais ils vont carrément présenter un mémoire. Et ils demandent la liberté de culte et l'égalité devant l'impôt. Et donc, ça pose aussi la question de l'émancipation. Et plus largement, je dirais la question de l'antiracisme et de l'égalité entre une minorité, ici les Juifs, et le reste de la population. D'accord. Voilà. Ouais, je pense que c'est assez exhaustif, ouais. Puis, bon, en tout cas, cette idée déjà, ouais, tiens, peut-être que les Juifs, finalement, ouais, peut-être ils peuvent devenir des Français comme les autres. L'idée, c'est après, tu m'étonnes que Ulysses s'est fait guillotiner. Le gars, il commence à. Enfin bref, enfin bref, de toute façon. Après, voilà, l'affaire Réveillon, voilà, c'est quoi? Enfin, c'est quoi entre du 26 au 28 avril 1789, il y a eu ce qu'on appelle l'affaire Réveillon. Certains historiens considèrent que c'est un petit peu le vrai début, un petit peu du film, on va dire, de la Révolution. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, enfin, de ça? Alors, c'est une révolte populaire qui a lieu du 26 au 28 avril 1789 au faubourg Saint-Antoine à Paris. Et c'est un peu Michel Zancarini-Fournel écrit une explosion populaire. En fait, il y avait le patron d'une manufacture de papier peint, Monsieur Réveillon, Jean-Baptiste Réveillon, et il faisait partie d'une assemblée du tiers-état à la paroisse de l'église Sainte-Marguerite. Et on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais Réveillon aurait dit que les ouvriers pouvaient vivre avec 16 sols par jour, que chez lui, il avait des ouvriers qui gagnaient 20 sols par jour, et que ces ouvriers avaient la montre au gousset, et que bientôt ces ouvriers seraient plus riches que lui. Donc on ne sait pas s'il a vraiment prononcé ces paroles, mais en tout cas il s'est plaint du salaire de ses ouvriers qui était trop élevé. Et le lundi 27 avril, les ouvriers sortent dans les rues et vont jusqu'au faubourg populaire de Saint-Marcel. Et ils brandissent des pancartes où sur une pique, il y a la tête de Monsieur Réveillon et d'un autre patron, Monsieur Henriot, qui est le patron d'un magasin de poudre. Et en fait, les ouvriers condamnent leur patron à être pendu et brûlé en place publique. Et ils crient vive la liberté, vive Necker, vive le tiers-état. Donc on voit bien que c'est une manif pas seulement sociale, mais aussi politique. Il y a la demeure de Monsieur Réveillon qui est mise à sac. Il y a des meubles qui sont jetés par les fenêtres et à la fin, il y a même un incendie. Il y a une répression terrible, par contre. Des gardes françaises tirent dans la foule, font des blessés et une centaine de morts. Et le plus triste, c'est que dans ces morts, il y en avait aucun qui travaillait pour Réveillon. Il y a 5 émeutiers qui ont été retrouvés dans la cave de Réveillon qui étaient ivres et on les a mis au pilori. Et il y a 3 personnes qui ont été pendues, dont un écrivain public. Mais ce qui est marrant, on peut voir dans les ouvriers rebelles, il y avait aussi des femmes. Il y avait une des meneuses qui s'appelait Marianne Trumeau. Et elle aurait crié « À la lanterne, Réveillon, vive le tiers-état ». Et elle a aussi été condamnée à mort, mais heureusement pour elle, elle a été graciée parce qu'elle était enceinte. Et pour la première fois, on peut voir que 2 faubourgs populaires parisiens, Saint-Antoine et Saint-Marcel, se sont unis pour participer à la même dynamique insurrectionnelle contre la pénurie et contre le prix élevé du pain. Ça me paraît pas mal, ouais. Et donc là, ça a un peu démarré les hostilités. C'est un petit peu, mais c'est un peu les premières étincelles de la Révolution française, quoi. Oui, oui. Bah, c'est vrai que vive le tiers-état. C'est vrai que c'est. Disons que le mot est précis. Le mot est très précis. Pour des infos, je ferai une vidéo sur cette femme, je pense.
Ah oui, faut parler de Mais cette femme, hein, voilà. il faut en parler, ça me paraît, la meuf ballsy, quoi. Puis heureusement qu'elle était enceinte, bordel! Heureusement! Oui, ça C'est c'est oui. heureusement, pour le coup, alors je sais pas si c'était vraiment volontaire qu'elle soit enceinte, mais pour le coup, ça lui a sauvé la vie. Alors, mon Dieu, enfin, donc ouais, c'est une vidéo sur cette nana et puis ouais, et puis le tiers état, c'est vrai que c'était un vocabulaire très politique, hein. Mmh. Aujourd'hui, ça nous semble un peu désuet, un peu comme le rock à papa, quoi. Mais à l'époque, tiers état, c'est comme dire wokisme, hein. C'est attention, quoi. C'est compliqué. Mmh. Et c'était 3 semaines avant les États généraux. C'est enfin, on peut dire convergence des luttes des faubourgs. Voilà, c'est ça. On peut appeler ça Ouais. la convergence des luttes, enfin la vraie. Et je pense qu'on a à peu près. Enfin, voilà, il a fait Réveillon. Oui, mes salariés vont devenir plus riches que moi. Bon, si seulement c'était vrai. Après, bon, je pense que dernier point, après, je pense qu'on va faire un bilan. C'est Ouais. le 5 mai 1789, à l'ouverture des États généraux à Versailles, il y a eu cette scène symbolique. La noblesse et le clergé assis, le tiers-état debout en noir, mais qui représente vraiment le peuple discuté, aucun paysan, ouvrier, artisan. Enfin, il y a eu, en gros, voilà, Oui. parmi les députés du tiers, entre ce qu'on appelait du tiers-état, il n'y avait aucun ouvrier, aucun paysan, aucun ouvrier, aucun artisan. Et les 2 tiers, c'était des hommes de loi. Oui. Voilà. Donc, l'ordonnance royale de décembre 1788 avait prévu la réunion à Versailles d'un millier de députés, 250 pour chacun des ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, et 500 pour le tiers-état. Et le doublement du tiers-état avait été accepté par Necker, mais le roi ne souhaitait qu'un vote par ordre et non par tête. Ah oui, ah oui, c'est ça, Oui, voilà. ça a été un vrai sujet, c'est parce que le truc, on dit, ah, mais parce qu'un vote par ordre, vu qu'il y a le clergé et la noblesse, ils votent ensemble contre le tiers-état, ça fait 2 contre 1. Mais vu que le tiers-état est beaucoup plus nombreux par tête, bon là, les mecs se font bouffer. C'est pour ça aussi qu'il y a eu une vraie bataille par rapport à ça, une bataille qui a été perdue, parce que c'était un vote par caste et pas par tête, malheureusement. Et donc voilà. Et il y a un historien américain, Timothy Tackett, qui a compté 1177 députés, et il y en aurait eu 604 pour le tiers-état, 295 pour le clergé et 278 pour la noblesse. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que 3 membres du clergé sur 4 appartiennent au bas clergé. Ils viennent de paroisses rurales. Et pour les autres députés, 3/4 sont élus des villes, donc plutôt urbains, alors que la population urbaine n'est que 18% du royaume. Inversement, les députés de la noblesse, eux, ils sont plutôt issus de l'aristocratie la plus riche et la plus prestigieuse, celle de la noblesse d'épée. Et ensuite, il y a les 2/3 des députés du 3e ordre, qui sont des hommes de loi. Et du coup, on voit bien qu'il n'y a aucun représentant ni des paysans, ni des ouvriers, ni des artisans. Et d'ailleurs, le nombre des votants est assez limité, parce que Paris, il y a 11 706 votants, alors que il y a environ 600 000 habitants. Et il n'y a pas de femmes non plus, par exemple. Voilà, il y a pas de... Enfin, il y a des revendications abolitionnistes, mais il n'y a pas de représentants des esclaves, par exemple, on pourrait dire. Donc, ouais, voilà, c'est un bon début, mais finalement très peu représentatif. On pourrait se dire, je vois bien, je me représente un peu la scène comme ça, c'est-à-dire que admettons, je sais pas, dans un village, ils disent, ouais, il faut qu'on envoie un mec, voilà, à Paris pour nous représenter. C'est sûr, moi, quand je vois le panel devant moi, je me dis, ouais, vaut mieux me prendre un mec un peu sapé, un peu classe, qui sait se laver, qui sait à peu près parler. Donc, mécaniquement, les hommes de loi, effectivement, font figure dans ce contexte-là de choix un peu logiques. Après, ce que j'aurais plutôt fait, tu vois, ça serait plutôt un mandat impératif, tu vois, genre tu défends bien nos intérêts, voilà, etc. Tu vois, c'est vrai qu'en soi, c'est vrai que qu'il y ait aucun paysan, aucun ouvrier, aucun artisan, c'est vrai que c'est un problème.
Mais on se dit, ouais, on va envoyer quelqu'un devant le roi pour représenter ce qu'on demande. Je me dis, ouais, on va peut-être envoyer JC qui sait lire et écrire et qui sait se parfumer que Jean-Claude qui passe son temps à torcher le cul des vaches, tu vois. Je me dis, en termes de représentation, ça peut peut-être ça fait un peu plus sens. Mais c'est vrai que si on pense comme ça, bah c'est vrai qu'il n'y a pas de... Ouais, voilà, il y a pas de concerné quelque part, tu vois, pour parler de la question. Enfin, qu'est-ce que l'homme de loi connaît de la condition du paysan finalement, tu vois. C'est là aussi il y a. Après, c'est une question, la question de la représentativité, parce que je vois mal Versailles accueillir toute la France en mode énorme AG, tu vois. Donc, à mon avis, même pour le syndicalisme révolutionnaire du 19e siècle, la question de la représentation s'est posée. C'est-à-dire, enfin, parce que quand il y a eu le maire de l'international, il n'y a pas eu tous les syndicalistes d'Europe qui se sont réunis dans une salle, tu vois. À un moment donné, il y a bien des syndicats qui ont élu quelqu'un pour les représenter, et etc. C'est ça qui est toute une mécanique de mandat impératif, suivi des bords, si tu ne représentes pas correctement, eh bien, on te retire le mandat, on prend quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. Donc, il y a eu toute une logique d'un petit peu de contrôle de la représentativité avec des vrais leviers pour destituer les gens qui nous représentent. Mais je pense qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas dans ça, quoi. Ils se disent, ouais, on envoie le mec qui représente le mieux, c'est un mec du village, il nous connaît, il va bien parler de nous. Je pense que la réflexion s'est arrêtée à peu près là, quoi. Voilà. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est mieux que rien, mais c'est vrai que c'est extrêmement imparfait quand même. Mais bon, au moins le tiers état était là, et puis puis la bourgeoisie, enfin, homme de loi, j'aurais pensé qu'il y aurait peut-être un peu plus de commerçants, tu vois, vu que la bourgeoisie, c'est un petit peu la classe qui commence on va dire, à prendre le pouvoir depuis un certain temps. Je m'attendais plus à ce que ça soit un peu la bourgeoisie du commerce, enfin une espèce enfin, je m'attendais un peu plus de commerçants parmi les députés du tiers état. Mais en fait, pas vraiment. Il y a eu des hommes de loi, un peu les notables du coin, quoi. Ouais, voilà. Donc, ouais, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce chapitre. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Ouais, et puis voilà, là, on a présenté Révolution française Origins. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si Louis XVI était peut-être le roi qui méritait le moins de se faire guillotiner quelque part. Mais voilà, et puis voilà. Et Anita, alors, qu'est-ce que t'en penses de ce podcast? Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah oui, en fait, pour l'instant, c'est un peu la partie que j'ai préférée dans ce qu'on a vu. Voilà, bah on voit bien qu'il y a de plus en plus de tensions interclasses, enfin à la fois entre les classes, et en même temps il y a des émeutes de plus en plus violentes et des répressions aussi de plus en plus violentes. Il y a aussi une tension entre les sexes avec les femmes et les ouvriers qui comprennent pas toujours les nouvelles revendications des femmes. Il y a aussi les juifs qui font entendre leur voix. Il y a aussi les abolitionnistes. Et il y a vraiment des thèmes variés dans les revendications, mais qu'on peut retrouver aujourd'hui sur la santé, l'éducation. Puis l'égalité, Voilà. l'égalité au sens large, quoi. L'égalité au sens large, ouais. Je pense que ça fait comme quoi, quand il n'y a pas de CNews pour matraquer les gens avec des idées de merde, bizarrement, voilà, des masses peuvent surgir, des idées plus ou moins intéressantes quand même, hein, voilà. Enfin, bizarrement, quand on laisse les gens un peu décider par eux-mêmes sans leur bourrer le crâne. Donc voilà, donc ouais, moi, ouais, effectivement, pour ma part, plutôt un podcast assez intéressant. C'est voilà, au moins la Révolution française, enfin parce qu'en fait sur la Révolution française, il y a un peu ce mythe comme un peu avec mai 68, genre oui, à mai 68 tout se passait bien et puis un coup de tonnerre dans le ciel bleu. Bah non, en fait, les années 60 c'est des années de contestation. La Révolution française ne fait pas exception, c'est la Révolution française est apparue pour de bonnes raisons. Donc voilà, c'était juste ça. Enfin bref, abonne-toi, active la cloche, mets 5 étoiles si tu es sur Spotify, tout ça. C'était Anita et Martin Eden en direct du Wokistan. Bisous à vous. Au revoir. Stop.